découper en toute saison. Faites le bon choix avec votre expert en outils de jardin, Gardena. Vous êtes là, bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV. Pour ce nouveau numéro de notre émission Découverte Jardin, nous sommes au cœur de l'été. Alors je vous propose un festival de fleurs, de couleurs. Nous aurons des hydrangeas, c'est vraiment l'arbuste du moment. Nous irons aussi chez une productrice de roses qui nous montrera ses créations. Et vous aurez le droit à vos rubriques habituelles, notamment la taille en détail pour l'arbre à papillons. Et je vous propose également de découvrir une nouvelle rubrique avec une nouvelle chroniqueuse, c'est sur les plantes d'appartement. Donc toute cette émission sera riche et variée comme d'habitude. Alors restons ensemble et nous allons vraiment nous régaler dans un univers de jardin véritablement enchanté. Nous sommes en Bretagne, dans le département du Morbihan, exactement dans le village de Taupont. Et là se trouvent les pépinières, les hortensias du Hautbois. Il cultive pas moins de 750 variétés de ces magnifiques arbustes et je vous propose de rencontrer tout de suite Anne-Laure Garin. Elle est la copropriétaire des lieux et elle va nous présenter à la fois les différents types d'hortensias mais également ses variétés coup de cœur. Ça sera notre rubrique Plantes vedettes. Anne-Laure, bonjour. Bonjour Patrick. Merci de nous accueillir ici. Donc la pépinière Les Hortensias du Hautbois, c'est votre domaine, là où vous cultivez carrément 750 variétés d'hortensias. Oui. Alors vous allez nous en présenter quelques-unes. Oui, par exemple, une de mes préférées, ça va être Obella ou encore Cousine Louise, You and Me Forever et tant d'autres. Et tant d'autres. Alors il y a tellement de noms un peu particuliers, je pense que vous ne les connaissez pas tous. Alors on va vous les montrer en images et vous faire rêver de ces hortensias qui sont tous des petites merveilles pour votre jardin. La plante que l'on nomme habituellement hortensia, c'est pour les botanistes Hydrangea macrophylla. Macrophylla à grosses feuilles. On connaît surtout les hortensias à boules comme cela, mais il y en a d'autres, Anne-Laure. Oui, en effet, vous avez les fleurs plates, donc avec au milieu les fleurs fertiles sur lesquelles viennent butiner les abeilles et les bourdons, et les fleurs stériles sur le pourtour qui vont apporter la couleur. À l'automne, c'est vrai que les boules vont être très intéressantes avec les couleurs qui sont très très variées. C'est plus léger et puis le spectacle quand c'est tout en fleurs est juste magnifique. Oui, parce qu'on voit bien par exemple celui-ci, oui. Vraiment la floraison elle est de bas en haut, oui. C'est vraiment une grande beauté. Alors les Anglais les appellent les tellers, est-ce que nous aussi on les appelle les tellers? Alors on les appelle aussi bonnets de dentelle. Les hortensias bleues n'existent pas. Ceux-ci sont roses, regardez bien. Au départ on a une variété qui est rose, mais c'est donc en fonction du sol, de l'acidité du sol, que l'on va obtenir le bleu. Et ici, on a vraiment un exemple extraordinaire où on voit bien que la fleur au départ est rose et elle va évoluer éventuellement vers le bleu. Donc il faut un sol très acide pour avoir du bleu. Donc en fait, il faut un pH qui soit inférieur à 6, généralement 5,5. Comme ici. Comme ici, et en fait nous ici on a un sol qui est très riche en granit et en schiste, donc nos champs sont naturellement bleus. Alors, tous les roses ne deviennent pas exactement bleus parce qu'on a devant nous donc un hydrangea rose. Il va passer à un rose vif, à un violet, mais celui-ci peut également évoluer au bleu nuit. Si vous n'avez pas vraiment l'acidité, on peut piler de l'ardoise ou on peut aussi trouver dans le commerce des produits qui vont favoriser le bleuissement de l'hortensia. Maintenant que vous connaissez quelques secrets sur les hortensias, nous allons vous présenter quelques-unes des variétés qu'Anne-Laure préfère, mais je vous signale qu'il y a un livre que son mari a écrit, 340 variétés décrites dans leurs moindres détails et tout illustré. Donc je vous le recommande, soit sur l'internet, soit directement ici à la pépinière. Alors Anne-Laure, nous avons devant nous des You and Me, c'est une variété tout à fait extraordinaire avec ces ombelles qui sont totalement doubles. Oui, selon les You and Me, vous avez plusieurs variétés. Celui-ci c'est le You and Me Forever qui va avoir des pétales doubles assez arrondis et le cœur qui est assez développé contrairement à d'autres fleurs plates. L'ensemble de la plante elle-même est très compact. Alors elle est adulte là? Là c'est un pied adulte qui a 8 ans. C'est vraiment ce qu'on a au final et c'est aussi une variété qui est idéale pour tout ce qui est pot parce que justement à petit développement, donc adaptable à tout type de jardin. Alors voilà une autre originalité qui est juste à côté de nos You and Me. Vraiment celui-là, je l'adore.
Donc lui, ça va être Hydrangea Macrophylla Atsushimo. Donc c'est une très belle variété à gros développement vu qu'il va faire de 2 mètres à 2,50 m de haut. Oui, très très grand. Est-ce qu'on peut le retailler facilement? On le retaille facilement. Après, il faut savoir qu'il fait des très très grandes pousses. Il peut faire jusqu'à 1 mètre de pousse tous les ans en le retaillant court. Le monde des hortensias est extrêmement varié. Mais connaissez-vous l'hortensia à fleurs de lilas? Ici, c'est Hydrangea Macrophylla Hopcorn avec des pétales un peu bombés, comme les pétales qu'on peut retrouver sur les lilas. Regardez, c'est très très beau, c'est très dense et c'est assez compact quand même. C'est très compact, donc c'est une variété qui va être idéale pour les petits jardins, les pots et les petites cours. Dans le monde des hortensias, il y a des formes d'une grande délicatesse. Moi j'adore celui-ci, il s'appelle comment? Donc lui, il va s'appeler Hydrangea Macrophylla Lancelot. Donc il est vraiment très particulier, avec les bords de pétales qui sont à la fois dentelés et ondulés. Il est très compact, on voit que les entrenœuds sont très très courts, donc c'est une plante qui ne grandit pas beaucoup. Non. Et encore une fois, on peut le cultiver en pot. Exactement. Parmi la cinquantaine d'espèces qui existent dans le genre Hydrangea, voici Hydrangea paniculata, en raison de la forme particulière de son inflorescence. Alors ça, c'est du costaud. En effet, c'est costaud. Donc là, c'est Paniculata fantôme. C'est une variété qui va faire entre 2 et 4 mètres de haut. Très costaud pour sa résistance au froid et sa résistance à la chaleur. Alors ça fleurit un peu plus tard que les macrophylla, mais ça fleurit plus longtemps. Voilà, ça va fleurir de juillet, mais jusqu'à quasiment novembre, voire dès qu'il y a des gelées en fait. Le fantôme, lui, va prendre des couleurs vraiment rose poudrées. Et après, c'est idéal pour faire des bouquets séchés, par exemple. Au milieu de cette profusion de couleurs, nous allons découvrir une autre espèce, Hydrangea serrata. Donc ici, c'est Serrata miranda. Et donc, en fait, les caractéristiques du Serrata vont être une plus petite fleur, un feuillage plus fin et allongé et des tiges beaucoup plus fines. C'est souvent très compact et leur intérêt est aussi d'avoir une belle coloration qui va évoluer. Donc là, on voit le rouge qui apparaît petit à petit sur les fleurs et aussi sur le feuillage qui va prendre des couleurs lit de vin. Voici une autre espèce d'Hydrangea, c'est Hydrangea quercifolia, donc l'hydrangea à feuilles de chêne plutôt de chêne d'Amérique, on voit le découpage. Plante magnifique ici, et quelle variété? Donc ici, on retrouve Quercifolia alice, à très gros développement, puisqu'il peut faire jusqu'à 2,50 m de haut. Comme les paniculata, on va les retrouver en plein été, et donc là, les abeilles et bourdons s'en donnent à cœur joie. Il n'y a pas que alice dans les quercifolia, il y a d'autres variétés, et notamment une qui est énorme. Donc on retrouve ici donc Harmonie avec sa très grosse tête. Elle peut même faire le double de cette taille-là et moi je la compare souvent à une tête de mouton. Nous avons eu l'occasion de parler de pas mal d'hydrangea qui peuvent être cultivés en pot parce qu'ils sont compacts, mais derrière moi j'ai une espèce bien particulière et un peu géante. En effet, on retrouve ici l'Hydrangea Heteromala nepalbuti. Et donc là, avec une dimension très importante, vu qu'on va même le cultiver ici dans le jardin en petit arbre. Cette variété va commencer à fleurir dès mi-mai et tout ce qui est insectes, abeilles, bourdons l'adore et s'y jette dessus. Donc une plante très intéressante dans votre jardin pour la pollinisation. Alors merci de nous avoir fait visiter cette pépinière. Nous avons découvert des hortensias magnifiques, mais il n'y a pas que cela ici à Taupont, dans la pépinière des Hauts-Bois. Nous sommes attablés pour déguster des feuilles d'hortensia, ça c'est quand même particulier. Oui, donc en fait vous avez un hortensia, donc le Serrata Ohamacha, qui se boit en infusion. Donc en fait il s'agit d'une boisson traditionnelle au Japon et c'est une boisson sacrée qui est dédiée à la naissance de Bouddha. Je voudrais rappeler quand même, et puis vous allez nous le dire, il n'y a pas que la pépinière, il y a aussi des jardins. Oui, donc en fait on a depuis 2012 créé des jardins d'exposition pour mettre en avant notre collection, pour faire partager vraiment notre amour aussi du jardin et surtout donner des idées aux gens d'aménagement et voir les hortensias vraiment en situation réelle. Alors si la Bretagne c'est le pays des rhododendrons et des camélias, c'est aussi celui des hortensias, j'espère que vous l'aurez compris et que vous pourrez passer ici à Taupont et vous faire plaisir à la fois avec un thé d'hortensia et puis un petit souvenir pour votre jardin. Situés tout près de Sarlat, en Dordogne, les jardins du manoir de Lérignac sont extrêmement célèbres pour leurs taupières. Mais savez-vous qu'il existe aussi dans ces jardins de magnifiques endroits fleuris, mais également un petit potager? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec Capucine, la femme du créateur des lieux, dans notre rubrique Jardin à visiter.
Bonjour Capucine. Bonjour Patrick. Merci de nous retrouver ici à Érignac. On a déjà eu l'occasion de faire un reportage avec votre mari, mais vous êtes un peu plus la jardinière, celle qui fait les fleurs, etc. Parce qu'il y a aussi des fleurs à Érignac. Il y a beaucoup de fleurs. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de fleurs quand je suis arrivée à Érignac, c'est-à-dire il y a une douzaine d'années. Je me suis dit que ce jardin, qui était au départ un jardin d'hommes, devait venir aussi un jardin de femmes. Et donc, j'ai demandé à Laurent Chabanne et à mon mari de bien vouloir mettre de plus en plus de fleurs pour adoucir un petit peu les formes géométriques d'Érignac et donner un peu plus de volupté, de fraîcheur, de légèreté à ce jardin très structuré et qui est au demeurant Un peu vert. Un peu vert, très Voilà. vert. Alors, on a surtout du blanc. On va dire même ici, on est dans le jardin blanc, donc on a vraiment que du blanc. C'est une volonté. C'est une volonté parce que le jardin blanc, c'est le signe de la pureté, c'est effectivement un signe d'harmonie, c'est un signe de douceur. Les gens viennent se marier également à Érignac, nous organisons beaucoup de mariages et donc évidemment ce cadre s'y prête tout à fait. Et les jeunes mariés organisent leur cocktail là au fond dans la roseraie et donc c'est très heureux de pouvoir partager un moment de convivialité avec leurs amis. Et dans le blanc, c'est évidemment le signe du mariage. Capucine, nous sommes dans le jardin blanc qui est aussi une roseraie. Absolument. Dans ce jardin, vous allez pouvoir découvrir, comme rose, vous allez découvrir les Madame Alfred Carrière qui sont sur les guirlandes là et qui sont très voluptueuses, volumineuses. Vous avez également des icebergs ou fées des neiges et vous découvrirez également des opalias. Opalia ici. Et puis bon, pas mal de plantes aussi fleuries pour tout l'été. Absolument. Alors j'ai choisi des cléums parce que ça donne un côté très voluptueux. Vous avez également des pétunias qui retombent en fontaine. Vous avez des goras qui donnent cette douceur et cette volupté dans les pots d'Anduze. Vous avez également quelques dahlias. Vous avez du tabac en hommage à notre région puisqu'ici nous cultivons. Et des impatiences de Nouvelle-Guinée. Absolument, Patrick. Alors on a tout cet assortiment blanc qui est extrêmement élégant. Et au printemps, on a aussi du blanc. Absolument. Alors nous plantons des tulipes et nous plantons des jacinthes. Ce qui fait, c'est que ce jardin commence à être fleuri à partir du mois d'avril jusqu'au gelé. Jusqu'au gelé, donc un jardin qui est à découvrir toute l'année, toujours fleuri. Et surtout en été, ici, c'est vraiment la profusion. Capucine, nous sommes donc toujours dans la roseraie. C'est vraiment l'endroit où on aime aller parce qu'il y a beaucoup de monde qui visite ici, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'animation. Oui, en effet, cette roseraie est absolument magnifique le soir et nous avons créé depuis une dizaine d'années des pique-niques nocturnes en blanc dans cette roseraie blanche, blanc évidemment cette tenue vestimentaire qui va avec les fleurs et donc nous dansons jusqu'à 23h30 tous les lundis soirs en été, juillet et août, clôturés par un feu d'artifice. Mais c'est absolument superbe. Alors on va s'installer là, habillés en blanc. Avec leur nappe blanche, en fait tout est absolument ravissant parce que les gens arrivent donc habillés de blanc, s'installent sur des nappes blanches, se mettent à danser jusqu'à la tombée de la nuit où le coucher du soleil est absolument admirable. Alors on peut aller donc jusqu'au bout de la nuit habillé en blanc ici à Érignac. N'oubliez pas, si vous êtes ici en Dordogne pendant vos vacances, c'est un moment à ne pas manquer. Alors Capucine, nous rentrons là maintenant dans votre jardin personnel pratiquement. Ah oui, c'est mon univers. Je trouvais qu'à Érignac, il fallait absolument un potager, donc j'ai réussi à convaincre Patrick de me nourrir finalement. Vous avez vraiment réussi quelque chose de formidable, je trouve, parce que votre potager ressemble vraiment à celui que tout le monde a envie aujourd'hui. Il a un côté un peu bucolique, alors c'est vrai que derrière on a un sublime paysage, mais c'est petit, c'est bien fait, on a ces barrières en châtaignier, on a des arbres fruitiers qui sont le long et on mélange des légumes. Alors on a tous les légumes, mais ce n'est pas des légumes de variété très étonnante, tout est absolument classique et on essaye de bien entretenir ce jardin et il sert vraiment à nous nourrir tous, à nourrir la famille et à nourrir nos invités. Donc c'est un jardin vraiment fait pour nous, mais que les visiteurs ont beaucoup de plaisir à contempler parce qu'il peut leur ressembler également et c'est à portée humaine. C'est pas un très grand jardin, mais on y trouve tout, les légumes, tout au long de l'année. Et sachez qu'un potager comme celui-ci est largement suffisant pour toute une famille. Ne voyez surtout pas trop grand, parce qu'un potager demande beaucoup d'entretien, et l'important, c'est de le réussir. Mais qui a dit qu'il n'y avait pas de fleurs à Érignac? Capucine, c'est votre jardin secret.
Absolument. Je voulais qu'il y ait des fleurs aussi à Érignac. Après mon potager, j'ai réussi à convaincre Patrick d'avoir des fleurs. Alors nous fleurissons évidemment la boutique, nous fleurissons la maison, nous fleurissons la chapelle. Et puis pour le plus grand bonheur des visiteurs qui peuvent venir admirer, donc vous voyez des lys, des dahlias, enfin toute une floraison un peu pagaille, mais j'aime beaucoup ce côté florifère et foisonnant que l'on retrouve ici dans mon jardin. Voilà, c'est votre jardin et merci de nous l'avoir fait visiter. On a passé un moment absolument ravissant. Vous avez pu remarquer à quel point il y avait des différentes choses à voir à Érignac, pas que le jardin structuré. Il y a tout le jardin de Capucine et n'oubliez pas, ici la biodiversité est reine, à la fois avec les fleurs et à la fois avec le jardin de graminées. Les arbustes à floraison estivale, tels cet Hibiscus syriacus, que l'on appelle aussi couramment Altea, fleurissent à l'extrémité des pousses de l'année. Si on ne prend pas la précaution de les tailler régulièrement, eh bien, ils vont se dégarnir progressivement et nous faire une floraison uniquement en hauteur comme cela, et donc on n'en profitera pas. Alors je vous propose de retrouver notre maître de la taille, Jean-Luc Echen, et qui, avec un arbre à papillons, un buddleia, va vous présenter la méthode et toutes les astuces pour réussir une bonne taille des arbustes à floraison estivale. Et ça sera notre hobby, bien sûr, la taille en détail. Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de tailler un buddleia, c'est l'arbre à papillons. On la trouve régulièrement dans les jardins, même très communément. C'est une plante qui peut devenir invasive lorsqu'elle se dissémine dans la nature, sauf que maintenant, les pépiniéristes nous proposent des variétés stériles. Le buddleia, qu'on appelle aussi arbre à papillons, fleurit exclusivement sur le bois de l'année. Ça veut dire qu'on trouve les inflorescences à l'extrémité des rameaux, et si vous ne taillez pas régulièrement, la plante va s'allonger de la pousse de chaque année, et vous aurez après les fleurs à l'extrémité des rameaux. Elle sera dégarnie de la base et très inesthétique. Avant que vous commenciez à tailler, il faut toujours que vous observiez bien votre plante. Ici, vous avez du vieux bois qui s'est ramifié avec ici des bois secs. Vous voyez, ça se casse ici. Et quand je regarde à l'intérieur de la plante, je trouve ces rameaux verticaux en fait qui sont des pousses de l'année et qui vont assurer la régénération de l'arbuste. Je vais obtenir une belle boule fleurie avec cette plante-là. Je vais donc appliquer une taille de charpentage, un charpentage court, bas, à 40-60 cm sur les vieilles branches. Le buddleia est un arbuste basitonique. Ça veut dire que les pousses partent toujours de la souche. Vous allez donc travailler à partir de la base de l'arbuste. Devant moi, j'ai une vieille branche, l'écorce se desquame, elle est en perte de vigueur, on va la supprimer. Le buddleia a un bois très dur et dans les grosses sections, je ne peux pas le faire au sécateur. Je vais donc utiliser une scie de jardinier, une scie à denture japonaise. Là j'ai deux branches parallèles, j'en supprime une. Je simplifie celle-ci. Je simplifie encore ce rameau-là. Je dégage le pied pour bien voir ce que je fais. Voilà. Même principe pour toutes les plantes, je dégage le cœur de façon à ce qu'elle puisse s'écarter au moment de la pousse. Donc ça pousse complètement au milieu. Celle-ci, voilà. Celle-ci est très verticale, je supprime la pousse verticale pour garder le départ oblique qui écarte la plante. J'ai maintenant simplifié ma plante, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 départs et un septième ici avec deux branches qui se croisent. Vous avez peut-être lu qu'il ne fallait pas laisser croiser les branches, sauf que là les deux sont imbriquées l'une dans l'autre et elles sont dans la bonne direction. Je vais les garder. Pour pouvoir obtenir la boule escomptée, je vais tailler
un peu plus court, un peu plus long, un peu plus long, un peu plus long, à ce niveau-là, un peu plus long, et là ici un peu plus court, et là ici un peu plus court. Je donne déjà la direction de la plante. Et je peux couper n'importe où, car ça reperce toujours sur le vieux bois. Première coupe. Deuxième coupe. Troisième coupe. Je n'utilise pas de sécateur et brancheur pour pas écraser le bois. Ici. Là, ce départ-là, je supprime. Il est à moitié sec. Ici. Les pousses de l'année, hop. Là, j'ai une belle pousse d'1 an. Elle est jeune, elle est vigoureuse et elle va me permettre de régénérer la plante en la taillant à ce niveau-là. Je termine sur les 2 branches croisées. La grosse, je la coupe un peu plus court. Et celle-ci, au niveau de ce renflement, et voilà le travail. J'obtiens un charpentage équilibré, j'aurai une pousse harmonieuse pour me donner cette belle boule fleurie que j'aurai tout l'été. Vous pourrez appliquer les mêmes principes de taille sur un gros sujet comme celui-ci, tout en respectant bien les proportions. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc, et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Si vous aimez les jardins d'inspiration classique, ceux que l'on qualifie d'à la française, voire les jardins de la Renaissance italienne, vous allez être sans doute obligé de vous adonner à l'art topiaire. L'art topiaire, c'est celui qui vous permet de sculpter les arbres, les plantes, et comme ici par exemple au jardin du manoir d'Érignac, ces bordures de buis, ces boules, ces ifs qui sont taillés en plateau. Je vous propose donc de rencontrer tout de suite le chef jardinier, ainsi qu'un des maîtres de la taille du lieu. Il va nous sculpter un if qui a environ 50 ans avec des plateaux. Vous allez voir, c'est spectaculaire. Ça sera notre rubrique Conseil jardinier. Laurent, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'accueillir ici News Jardin TV. Nous sommes à Érignac, un jardin que vous connaissez bien puisqu'il y a 20 ans que vous êtes ici chef jardinier. Voilà. Alors c'est un jardin bien particulier avec des buis taillés, des ifs taillés, des charmilles taillées, donc vous êtes un spécialiste de la taille. Alors c'est vraiment le gros boulot ici ? Il y a énormément de travail de taille sur des plantes différentes, sur notamment des ifs, des buis, des charmes, ça c'est la grosse majorité. Si on utilise du charme, on va tailler 4 à 5 fois. Dans la saison, si on utilise du buis, on va tailler 2 fois, quoi, pas plus. Et derrière nous, il y a des ifs qui sont en train d'être taillés, ça se taille plus souvent ? Alors ça se taille 2 fois par an, et la première taille actuellement est une taille, ce qu'on appelle une taille de repas, ce qu'on va faire au mois de septembre-octobre, pour avoir quelque chose de toujours propre. Au niveau de cette taille d'entretien que vous faites très régulièrement, c'est toujours tout à la main. Alors c'est notre fierté de jardinier déjà, parce qu'on respecte ainsi les traditions et surtout les règles de l'art, à savoir qu'une cisaille manuelle coupe très très bien comme un rasoir, et c'est surtout une qualité de travail que l'on montre à nos visiteurs. C'est le travail un petit peu d'autrefois, et c'est surtout la beauté du geste. Eh bien nous allons tout de suite voir comment on taille à l'ancienne, puisque derrière moi il y a de magnifiques ifs taillés comme des taupières en plateau, et Gabriel va nous en tailler un tout de suite, et vous allez voir, c'est vraiment de l'art. Un arbre comme ça a quel âge ? Ah bah celui-là, il a une 50aine d'années. L'if se taille bien et pousse, on dit relativement peu, mais quand il se plaît, qu'il est dans de bonnes conditions, il pousse quand même relativement vite. Relativement vite, donc oui. Il faut le maîtriser. On va essayer d'expliquer le travail de Gabriel avec sa cisaille. Là, il la tient actuellement verticalement. La position de travail et la position de la cisaille, c'est primordial. Mais c'est toujours par rapport à la plante qu'on va tailler. Il y a plusieurs façons de travailler. Vous pouvez travailler sur la paroi comme ça. Voilà. Voilà. Mais là, le problème, c'est qu'on est en face, on ne voit pas trop ce qu'on fait. Oui. Alors, on peut aussi travailler dans l'autre sens, si on est un peu plus haut, par exemple, comme ça. Oui. Pareil, on est en face, on ne voit pas trop ce qu'on fait. On peut travailler aussi sur le côté, et là, on voit l'aplomb. Et donc là, on voit beaucoup mieux ce qu'on fait. Alors, comme ça, ou comme ça. En fait, vous allez faire toujours
des petits mouvements comme ça. Ah oui. Alors qu'on a tendance à faire un peu ça quand Grand on n'est pas mouvement, habitué. gros trou. Grand mouvement, gros trou. Voilà. Écoutez bien ça, c'est un conseil de pro. Quand on est à cette hauteur-là, vous allez retourner votre cisaille Voilà. de manière à ce qu'elle soit vraiment dans le plan. Une fois qu'on a repéré la bonne hauteur, on va commencer à tailler en pivotant. Quand je bouge mon corps comme ça, je ne peux pas faire ça. Sinon, Oui. je suis obligé de me pencher comme ça. Ouais, ouais. Donc en fait, je me cale, là je suis à la bonne hauteur et je vais travailler en arc de cercle en bougeant mon corps. Une fois que vous avez repéré le bon endroit où tailler, je vais commencer à tailler en descendant et je me plie. D'accord. Et en fait, on est de niveau. Quand on taille, il ne faut pas appuyer dessus parce qu'il va bouger. Si on taille et qu'on l'a enfoncé, on aura un trou. Donc il faut vraiment travailler en surface et bien regarder, quoi. Aller trop vite, c'est une erreur. On prend le temps de regarder ce qu'on fait. Ce qui est très important, c'est vraiment, il faut être le plus minutieux possible et pas se laisser déborder par la plante. Mais petit à petit, ils vont essayer de Ah se oui. rapprocher de la dimension de base. Voilà. Et 75 cm. à peu près. Et d'année en année, on va réussir à obtenir quelque chose de semblable. Dans le temps, les branches vont se fortifier, vont grossir, et elles seront plus charpentées et tiendront mieux. Tout à l'heure, il a mesuré de manière à voir quelle était la hauteur de son plateau au-dessus. Et là, il est en train de creuser juste la hauteur qu'il va falloir. Et il va essayer d'avoir des plateaux qui vont aller en descendant, qui vont petit à petit s'agrandir. Donc on va avoir 15 cm en haut, 17, 20, 22, 25. Arrivé vers l'eau, il s'élargit parce qu'on avait peu de Ah, branches. vous n'aviez pas les branches. Bah, Et soit on faisait des plateaux très fins, mais vraiment très espacés, donc on a compensé. Donc en fait, c'est quand même la plante qui vous dirige. Et on a suivi la nature, on a respecté sa manière de pousser. C'est de la géométrie pure, hein. On a des mini-cylindres, ce qu'on appelle des plateaux, donc surmontés d'une boule, des tailles différentes, la forme extérieure est conique, voilà. Donc on retrouve cet esprit d'André Le Nôtre. Il travaille plusieurs choses à la fois en fait. On ne peut pas se dire on fait un plateau puis un autre, on est obligé de faire tout par rapport. Oui, parce que sinon il passerait son temps à monter, descendre ou tourner autour. Donc Voilà. il va faire un plateau, il va faire un aplomb, il va faire l'aplomb en dessous, il va refaire un bout de plateau en dessous. En fait, au début, il dégrossit et définit la forme de base, et puis après, il travaille par secteur. On a quand même de temps en temps l'impression quand il termine là comme ça, quand il a la cisaille à l'envers, le bout de la pointe, juste comme si on coupait le dernier Voilà, petit cheveu. effectivement. Voilà, là, il mesure l'épaisseur du plateau. Donc si ça fait 20 cm d'un côté et 20,1 de l'autre, ça passe. Si ça fait 20 et 23, là, on sait qu'à l'œil, Ça ça va se verra. plus. De toute façon, donc il faut rectifier. Et vous fermez les yeux, on voit qu'il travaille bien, ça s'entend. Parce que c'est régulier. De temps en temps, il faut enlever la sève. Ah oui, parce que surtout quand il fait très chaud, ça sèche et ça fait une accumulation qui va écarter les cisailles en fait, et donc ça coupe plus correctement. Et en plus, chaque mouvement accroche et donc les efforts sont démultipliés. Il n'a pas toujours les mains à l'extrémité du manche. C'est pour Et ça, c'est pour avoir c'est la plus de force. précision. Plus de précision, plus de force. Plus on veut de la force, plus on s'éloigne, on arrive au bout. Et là, l'effet levier fait qu'on peut couper des branches plus grosses. Et quand on veut vraiment tailler des petits trucs, On se rapproche se les mains. rapprocher de la lame. Vous êtes bien d'accord que pour tailler, il faut bien que ça ait poussé. Parce que ça serait inerte, ça serait pas aussi joli. Les gens adorent toucher la texture d'une haie de buis bien taillée, alors ils mettent la main. Mais l'été, juillet-août, on a chaud, donc on transpire des mains, les mains moites. On brûle, ça brûle le feuillage et vous n'avez plus aucune pousse durant tout l'été. Il y a tellement de choses à voir que en fait, le cerveau n'arrive pas à tout voir, donc il voit quelque chose de global. Après, dans le détail, il ne voit pas. Il a repéré une feuille ou quelque chose, il range son mètre, mais il ne quitte pas de l'œil, et après, tac, il se sert de ça. Chapeau Gabriel, bravo, bravo, parce que en, on va dire, moins d'une heure, il vient de nous sculpter complètement cet if. Vous êtes satisfait de votre élève? Ben, plus que satisfait, même, je suis admiratif de son travail. Il a fait un tour de force, à savoir qu'on lui a quand même mis un petit peu la pression, et là c'est non-stop, c'est-à-dire c'est pas physiquement, c'est la concentration surtout. Chaque instant est important, chaque coup de cisaille est important. Il gère l'équilibre en même temps, les formes géométriques, donc c'est très très compliqué. Il a fait un travail remarquable. Dans vos propres jardins, n'essayez pas d'aller trop vite, prenez votre temps, allez-y avec la pointe de cisaille, regardez comment a fait Gabriel, reculez-vous et vous aurez un très bon résultat. Est-il possible de jardiner sans jardin? Évidemment, si vous avez une grande pièce bien lumineuse dans la maison, vous allez pouvoir vous faire une jungle magnifique avec des plantes venues d'ailleurs, des espèces tropicales. Et bien pour avoir tous les meilleurs conseils, pour à la fois connaître ces plantes et bien les entretenir, nous avons décidé de vous offrir une nouvelle rubrique. Pour cette nouvelle rubrique,
nous aurons une experte, une passionnée, une jeune femme qui s'appelle Justine et qui a ouvert à Paris une superbe boutique. Et elle vient aussi d'écrire ce livre, ça s'appelle Green Addiction. Notre rubrique s'appellera aussi Green Addiction, et c'est tout de suite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des alocasias. Le genre Alocasia a été créé en 1839 par le botaniste écossais George Donne. On connaît 79 espèces d'Alocasia qui font partie de la famille des Aracées. Dans la famille des Aracées, vous connaissez certainement l'anthurium, le philodendron ou l'arôme. Vous les reconnaîtrez assurément grâce à leur inflorescence, avec le petit épi au milieu qui est le spadis et la feuille transformée, la spathe. Les Alocasias sont originaires d'Asie subtropicale. On les reconnaît avec leurs feuilles en forme de fer de lance, qu'on appelle sagittées, montées sur de longs pétioles. Donc je vais vous présenter un peu plus en détail ma collection d'Alocasia, celle que je présente souvent à la boutique. Alors ma petite préférée, c'est celle-ci. Donc l'Alocasia zebrina, donc on la reconnaît, elle est très caractéristique avec sa tige zébrée, d'où son nom. Et elle a un feuillage assez simple, donc bien en forme de fer de lance, celle-ci. C'est une plante qui est plutôt résistante, qui va avoir besoin de pas mal de luminosité, mais jamais de soleil direct. Vu que c'est des plantes qui viennent d'Asie subtropicale, c'est des plantes qui vont avoir besoin d'un fort taux d'humidité dans l'air. Donc au niveau de l'hygrométrie, on fait attention à ce que ça soit suffisamment élevé, aux alentours de 70%. Pour obtenir ces 70%, je vous conseille soit d'utiliser un brumisateur et de venir brumiser votre feuillage comme ceci, sans oublier d'insister sur la phase inférieure des feuilles, ou alors d'investir dans un humidificateur d'intérieur. Et maintenant, une petite curiosité, donc l'Alocasia stingray, qui a des tiges un petit peu plus fines, et surtout qui a une feuille très particulière, qui ressemble justement à une petite raie. Alors celle-ci, elle est un peu plus fragile, elle demandera une belle lumière aussi, bien entendu, un arrosage régulier, terreau toujours un petit peu frais. Une chose à savoir avec l'Alocasia au niveau de l'entretien, la nouvelle feuille sort toujours au centre, comme on le voit ici. Petite particularité, une fois que cette feuille est sortie, la plus ancienne va commencer à pencher, à jaunir légèrement, et donc on n'aura plus qu'à la retirer. Et de nouvelles pousses vont apparaître. Autre Alocasia plus connue mais spectaculaire, l'Amazonica, qui lui est très nervuré et coloré, qui laisse joliment apparaître aussi la lumière entre ses nervures et qui a le dessous de la feuille violine et très nervuré. Alors celui-ci, on a la chance de l'avoir en fleurs en plus, juste là, avec sa nouvelle petite pousse qui vient d'arriver. Dans le jeu des nervures, on a aussi l'Alocasia sariane, qui est vraiment très jolie, qui va ressembler un petit peu aux zebrina, légèrement plus dentelé, et là vraiment on a des nervures très marquées. Il va avoir une petite zébrure aussi, mais beaucoup plus fine et délicate que celle du zebrina. Donc là, c'est une plante qu'on trouve un petit peu moins souvent pour le coup. Alors celle-ci est peut-être un petit peu plus originale, mais elle est aussi facile à cultiver que les autres Alocasias. Pensez toujours à la température avec les Alocasias, autour de 22 degrés, c'est l'idéal pour la culture. Jusqu'à présent, je vous ai présenté des Alocasias de taille raisonnable, que vous pourrez mettre dans de petits espaces, dans les appartements, c'est l'idéal. Mais il faut savoir qu'il existe aussi des Alocasias de taille gigantesque, avec des feuilles impressionnantes pouvant aller jusqu'à 2 mètres, comme l'Alocasia macroiso, qui ressemble beaucoup à celui-ci. C'est l'Alocasia Porte Dora, qui a des feuilles légèrement plus petites, un petit peu plus étroites. Donc c'est une plante qu'on va retrouver très souvent en bord de berge, qui a un rhizome assez important. Certains Alocasias sont d'ailleurs comestibles. J'ai un Alocasia amazonica qui, lui, pour le coup, n'est pas comestible, mais qui est intéressant. Avant de le rempoter, je vais vous montrer. On a, par exemple, là, un petit rhizome qu'on va pouvoir séparer, faire une petite multiplication. Comme ça, vous aurez un deuxième petit Alocasia. C'est toujours sympa à faire au moment de l'achat, quand on veut le rempoter à la maison. Pensez à checker si on n'a pas une petite pousse supplémentaire ou un petit rhizome. Et là, on va pouvoir le rempoter. Donc là, je vais juste tailler un petit peu mes racines, un peu longues. Je vais mettre un petit bout d'argile au fond de mon pot. Quelques billes d'argile sur le côté drainant. Alors là, j'ai choisi un terreau spécial plante d'intérieur que vous allez pouvoir retrouver facilement en jardinerie. Il faut qu'il soit assez léger
Je vais pouvoir centrer ma plante et rajouter mon terreau. On tasse légèrement et voilà, notre plante est rempotée. Et donc on va terminer par un arrosage. Alors à savoir, l'alocasia est assez gourmand en eau, donc un terreau toujours frais est nécessaire. Et à très bientôt pour une nouvelle séance de Green Addiction. Dans toutes les grandes aventures humaines, il y a des dynasties. Et le monde de la rose ne fait pas exception. Vous connaissez bien sûr les Guyot, vous connaissez les Meillan, vous connaissez les Delbar, mais connaissez-vous les Croix? Eh bien, je vous propose d'aller à Bourg-Argental, dans la Loire, rencontrer Dominique et toute sa dynastie. C'est tout de suite, et c'est la rubrique botaniste et jardinier. Bonjour Dominique. Bonjour Patrick. Merci d'accueillir News Jardin TV ici à Bourg-Argental. Nous sommes dans la pépinière Paul Croix, une pépinière qui a une histoire qui remonte à tes grands-pères. Alors j'aimerais bien que tu me la racontes. Alors Jean-Marc, qui était mon grand-père maternel, Jean-Marc, qui était un homme extraordinaire, donc le père de ma maman, qui était directeur des jardins de la ville de Saint-Étienne, qui m'a initiée à l'hybridation dès l'âge de 12 ans et qui est sorti major de sa promotion de l'école de Versailles à 19 ans. Donc lui, il a généré un peu ta passion. Oui, il a laissé des traces extraordinaires sur Saint-Étienne parce qu'il a transformé cette ville en un véritable poumon vert. Et donc du côté de ton papa, c'est François Croix. François Croix, natif de la région montbrisonnaise de Savigneux en forêt. Oh, et là-bas, il était pépiniériste. Pépiniériste et rosiériste et spécialisé dans la culture fruitière. Donc un spécialiste de la culture fruitière qui cultivait aussi des roses, puisque c'était une pépinière générale, et qui en 1924 a un enfant qui s'appelle Paul Croix, et ça va être un grand rosiériste. Oui, il aura marqué sa génération. Il faisait de l'hybridation, j'allais dire au nez, au feeling. Et tout petit, à l'adolescence, et il a commencé à faire ses premières hybridations. Et quelques années plus tard, il a obtenu la plus belle rose de France avec Astrée. Et en 1956, c'est l'apothéose, donc cette plus belle rose de France à Lyon, et ça va lancer complètement sa carrière. Mais auparavant, Paul Croix avait rencontré Madame Jeanne Marc, qui allait devenir Madame Jeanne Croix, son épouse, il l'a rencontrée à une exposition de roses. Évidemment. Ça ne pouvait pas être autrement. Ils se sont mariés en 1955. Et toi, tu es arrivé quelques temps plus tard. Et ils ont fait une belle hybridation, Dominique Croix. Dominique Croix qui désormais assure la descendance dans la création de roses. Et Dominique, tu vas d'abord nous montrer quelques variétés créées par ton papa, mais nous verrons aussi les variétés créées par Dominique. Et ça, je peux vous dire, c'est du très lourd. C'est presque une rose parfaite, ribambelle. C'est un très joli polyantha que nous nommons maintenant fleurs groupées. Une jolie rose dans les tons de rose saumonée, une création de mon papa Paul Croix, et ribambelle qui porte bien son nom. Parmi les 200 variétés créées par mon père, un beau polyantha rouge, résistant aux maladies, notre père. Alors je vais vous dire un petit secret. À Bourg-Argental, nous faisons toujours enterrer la greffe des rosiers. Contrairement à ce qu'on voit dans tous les magazines ou sur Internet, je fais obligatoirement enterrer la greffe des rosiers 2 doigts au-dessus toute l'année pour que vous puissiez conserver vos rosiers très longtemps. Protection du froid et du chaud. Voici Heureux Rose. C'est une très jolie variété bicolore, rouge et blanche, de mon père qui avait été primée à Genève. Et cette rose a la possibilité d'être à la fois grimpante et arbustive. Je vais vous dire que dans notre pépinière de Bourg-Argental, il n'y a aucun traitement. Les coccinelles sont reines chez nous. Sourire d'orchidée, une des plus belles créations de Paul Croix. Un beau rosier arbustif, grimpant, sain, vigoureux, résistant aux maladies avec l'odeur de l'églantine. Ce rosier est mondialement connu. Image d'Épinal,
C'est une superbe variété rouge vermillon, création de Paul Croix, et qui a eu la chance de participer au G7 en 98. Son parfum est subtil, est une rose très puissante et on peut l'utiliser soit en grimpant ou soit en arbustif. Elle n'est jamais malade. Dominique, tu viens de nous présenter quelques-unes des variétés créées par ton père. Il en avait fait plus de 200, mais toi tu as pris la succession et tu nous crées aussi de très très belles roses. Et j'en ai une là qui me passionne absolument. Elle s'appelle comment? Ville de Backnande. C'est une ville en Allemagne? En Allemagne, elle m'avait été demandée par le comité de jumelage d'Annonay. Alors comme tu vois, elle est délicieuse cette rose. Elle est peinte au pinceau, rouge et blanc. C'est toi qui tous les soirs remets un peu de peinture? Oui, je joue à l'aquarelliste et puis elle est très odorante. Elle est superbe. Alors on va aller voir aussi d'autres variétés de Dominique et notamment celles qui ont été primées. Cette année, nous avons dédié une très belle rose au fondateur des pépinières Paul Croix, Adrien Sénéclose. C'est une de mes créations que je lui ai dédiée à cet homme qui le mérite bien. Et je peux vous avouer que la parenté est très particulière. C'est que la famille Sénéclose a 2 branches, la soierie et le vin. La maman était Jacques Esterel, un grand couturier des années 60, et le papa, un rosier grenat inédit à la couleur et à l'odeur du vin. Alors cette rose a été primée à Rome, elle a eu la médaille d'or 2017, s'appelle Notre-Dame de Serré, elle a été baptisée à Chaumély, en Haute-Loire, elle a du parfum, elle a une couleur très romantique, très dentelée, je l'adore. Alors je vous présente la rose Jacques, un joli rosier à fleurs groupées dans les tons de rouge orangé que j'ai dédié à mon époux qui travaille avec moi depuis une 20aine d'années. Et je l'ai initié à l'hybridation et je peux dire que maintenant, l'élève a dépassé le maître. Dominique, c'est sous le regard de Paul Croix que nous allons terminer ce reportage. Je te remercie beaucoup de nous avoir présenté une simple partie de ton travail et de tes créations. Et puis je voudrais quand même te remercier tout particulièrement pour la rose que je tiens à la main. Cette rose, Dominique me l'a dédiée, elle s'appelle Patrick Mulan. Enfin, je dirais que c'est plus un rosier encore qu'une rose. C'est ton choix au départ. Oui. Hein, un beau rosier très vigoureux, voilà, plantureux, plein de joie de vivre. Cette rose, elle te ressemble. Eh bien écoute, merci. En tous les cas, c'est un rosier magnifique, très puissant. Je vous le recommande pour votre jardin, comme la plupart des rosiers de Dominique et de son père. Et surtout, n'hésitez pas à venir à Bourg-Argental visiter à la fois la pépinière, la roseraie et le jardin. C'est absolument magnifique. Et c'est au milieu de quelques-unes de nos plantes exotiques qui passent tout l'été ici à l'ombre dans le jardin pour profiter des différences de température entre le jour et la nuit que notre émission va se terminer. Alors je vous souhaite bien sûr à tous d'excellentes vacances, un très très bel été et je vous donne rendez-vous très très bientôt sur News Jardin TV, bien sûr, pour de nouvelles aventures jardinières. Vous aimez nos vidéos, vous regardez notre émission Découverte Jardin, vous êtes un passionné de plantes, de botanique, de jardinage, de jardin. Eh bien, savez-vous que nous avons également un site internet? Il y a énormément de choses dessus, notamment des dictons, des citations, des réponses à vos questions et plein d'articles de fond. Alors, www.newsjardintv.com, c'est fait pour vous.